merci beaucoup Samantha, merci beaucoup à toute l'équipe de l'Observatoire pour l'invitation. Et puis moi, j'étais particulièrement ravie d'entendre Estelle Dalluin sur les questions de vulnérabilité. Et donc, merci pour ces échanges. Et puis, je salue aussi Victor, puisqu'on se connaît. Et je me réjouis qu'on puisse échanger à la fin de cette présentation. Donc, nous, on représente effectivement l'ARDIS, qui est une association que vous connaissez peut-être plutôt sur des questions d'asile. Mais effectivement, je vais revenir sur ce qu'a dit Samantha, qui est l'historique de l'association, c'est-à-dire que l'ARDIS, c'est une association LGBT fondée en 1998 par des personnes LGBT et plus particulièrement par des couples LGBT. En fait, 98, c'est juste avant le Pax, et donc il n'y avait aucun moyen pour les couples homosexuels de s'unir devant la loi, de s'unir légalement. Et donc, il n'y avait aucun moyen de faire rester le partenaire étranger ou la partenaire étrangère dans un couple homosexuel sur le territoire, puisque l'union légale n'existait pas et pas de reconnaissance. Donc, le premier combat de l'ARDIS, hein, c'est le PAX, c'est-à-dire la possibilité pour les couples homosexuels de s'unir et donc que les partenaires étrangers ou les partenaires étrangères dans un couple homosexuel puissent accéder à un droit au séjour. Et puis c'est un combat qui s'est poursuivi, évidemment, avec l'ouverture des droits au mariage pour toutes et tous, et, euh, et qui continue d'être un de nos combats. Hein. Ça reste, on a un petit pôle couple à l'association qui accueille les couples binationaux LGBT et qui les accompagne dans le droit au séjour, qui même si est beaucoup plus proche du droit commun aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ans ou 25 ans, se met d'embûches avec un certain nombre de discriminations qui sont liées à la particularité des couples homosexuels et puis des embûches qui sont liées aux difficultés que rencontrent toutes les personnes étrangères et tous les couples binationaux en France. Euh, à côté de cette question des couples binationaux, il y a la question de l'exil des personnes LGBT qui fuyaient des persécutions dans leur pays d'origine, qui a été traitée par l'association. Et en 2010, il y a eu un pôle asile qui s'est constitué au sein de l'association, part de notre activité, puisqu'on accompagne plusieurs centaines de personnes par an. Donc, Christophe va revenir très largement sur quel accompagnement qu'on propose aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui a pu évoluer dans le temps. Et donc, on reviendra vraiment là-dessus. Mais je voulais vraiment retracer cette histoire-là et puis redire qu'effectivement, on avait l'association du fait de son ancienneté sur les questions LGBT, avait une vision sur ces questions d'asile pour les personnes LGBT, notamment en France, hein, évidemment, même si on sait qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça a été rappelé dans la première partie, mais il y a beaucoup de choses qui se décident à l'Union européenne et qui après sont transcrites, transposées en France d'une manière particulière. Donc l'association a une vue comme ça, un peu historique sur ces questions qui nous permet aujourd'hui d'en parler avec vous. Et on a construit cette présentation sur trois points particuliers. D'abord, peut-être demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI+ en France. Alors, à la fois le profil, à la fois rappeler la géographie des LGBT-phobies dans le monde, et puis rappeler aussi, faire le lien avec les conditions d'accueil en France. Et là, on reviendra sur les questions de vulnérabilité, de prise en compte des vulnérabilités, d'hébergement par le FI, etc., des choses qui ont été abordées, mais qui seront appliquées plus spécifiquement aux personnes LGBT que nous, on peut recevoir et que vous pouvez accompagner dans vos structures. En deuxième, on présentera l'ARDIS et ce qu'on fait pour les accompagner, en quoi, et peut-être aussi pour illustrer en quoi un soutien communautaire est important pour les personnes LGBT, pour toute personne, évidemment, mais en l'occurrence pour les spécificités des personnes LGBT. Et puis après, en troisième partie, on a essayé de prendre, on va illustrer euh, quelques exemples qu'on peut rencontrer dans notre activité sur les questions qui sont liées aux enjeux de l'interprétariat, à la fois comment nous on fait, à la fois ce qu'on constate dans les institutions et puis ce qu'on construit aussi en commun avec ISM, une activité de sensibilisation et de formation depuis plusieurs années. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai des travaux un peu chez moi. Si jamais il y a trop, si vous n'entendez plus rien, dites-moi. Pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. Alors, juste, je voulais
avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait faire un tout petit rappel pour que, sur les termes qui vont être employés durant toute cette présentation pour avoir un peu que tout le monde soit au même niveau. Donc, le sigle qui est employé, c'est le sigle LGBTQI+. Alors là, c'est un sigle très large, d'accord? Il y a des mots dont vous êtes familier et puis des mots dont vous êtes un peu moins familier. On va passer à la diapositive suivante. Euh, en général, les termes lesbienne, gay et bisexuel sont plutôt identifiés. Ce sont des termes qui désignent une orientation sexuelle, c'est-à-dire une attirance physique, amoureuse pour l'un ou l'autre sexe. Euh, les femmes lesbiennes sont des femmes qui aiment les femmes physiquement, sont attirées physiquement par les femmes amoureusement. Les hommes gays sont des hommes qui sont attirés physiquement, amoureusement par des hommes. Et les personnes bisexuelles sont attirées à la fois par les hommes, par les femmes. Euh, Ces termes désignent une orientation sexuelle. Dans le sigle, il y a également d'autres termes. Il va aussi désigner les personnes trans ou les personnes intersexes. Donc ça, c'est le I dans LGBTQI+, intersexes. Les personnes trans, ce sont des personnes qui naissent, enfin, s'identifient. Euh, Pardon, je recommence. On va prendre un exemple. Une femme trans, c'est une femme qui, à la naissance, a été assignée homme, qui a été considérée comme un homme, mais qui intérieurement se considère comme une femme. Un homme trans, c'est un homme qui, à la naissance, la société a considéré que c'était une femme, mais intérieurement, est un homme, se considère comme un homme. Et donc, ces personnes sont considérées comme des personnes trans. Alors, on va vraiment préférer le terme personne transgenre. Hein. On met de côté le terme transsexuel qui est un peu désuet, qui est plus utilisé aujourd'hui. Et ces personnes vont essayer vont faire des démarches, ce qu'on va appeler une transition. Alors, ça peut être une transition, il peut y avoir des aspects médicaux, mais il peut aussi y avoir des aspects sociaux, comme un changement de prénom, par exemple. Vont faire une transition pour faire correspondre euh, leur expression de genre à leur identité profonde et donc vont faire tout un tas de démarches pour se présenter à la société comme elles s'identifient profondément. Euh, les questions des transidentités, hein, très important de comprendre qu'il n'y a pas une seule façon d'être une femme trans, il n'y a pas un seul parcours de transition. Notamment ce qui est souvent imaginé, hein, les chirurgies de réassignation sexuelle, c'est-à-dire voilà, la chirurgie de réassignation sexuelle, la transformation de l'appareil génital n'est plus obligatoire aujourd'hui et toutes les personnes trans ne souhaitent pas passer par des chirurgies euh, notamment de l'assignation sexuelle, mais ça peut être aussi des chirurgies esthétiques pour faire correspondre le physique à leur identité. Euh, ce n'est pas un passage obligé. Donc, il n'y a pas une seule façon, un seul parcours. Hein, il y a une grande diversité de parcours en fonction des besoins, des possibilités, des périodes de la vie des personnes trans. Je le dis parce que la question des transidentités est souvent la question qui amène le plus de questions quand on fait des formations. Il y a beaucoup ça reste quelque chose qui reste plus, plus éloigné de la réalité que les questions d'orientation sexuelle qui en général sont plus euh, mieux identifiées. Euh, on va aussi parler des personnes intersexes. Les personnes intersexes sont des personnes où il y a eu une ambiguïté à la naissance sur leur sexe. C'est-à-dire que selon les critères de la société, hein, c'est-à-dire l'appareil génital, les hormones, l'appareil génital, les hormones euh, et les chromosomes, pardon, on va pas être capable de dire, la société va pas savoir dire si c'est un homme ou une femme. Alors, ce n'est pas une anomalie, c'est-à-dire que ça existe, y compris chez les animaux, ça existe dans la nature, c'est une réalité de la nature. On considère qu'il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses dans le monde. Voilà. De la même manière que les roux ne sont pas une anomalie, ce sont des personnes qui existent dans la nature et c'est beaucoup moins rare que ce qu'on imagine.
Et donc, les personnes intersexes, souvent, à la naissance, hein, et encore en France, subissent, pour les faire correspondre à un sexe, hein, pour pouvoir remplir l'état civil, cocher une case dans l'état civil, bien sûr, ces personnes subissent souvent des chirurgies de rectification à la naissance qui sont considérées par les personnes concernées, par les associations de défense de leurs droits, comme des mutilations, et que ça reste un combat important pour ces personnes. Et puis, ça, ce sont deux termes dont on va dire qu'ils désignent l'identité de genre ou l'expression de genre. Et donc, aujourd'hui, autant on va dire que LGBTQI+, vous entendrez beaucoup orientation sexuelle et identité de genre. C'est un sigle qui est OSIG, et c'est le vocabulaire qui est très employé, hein, dans la demande d'asile. Et puis, un dernier terme, le terme qu'on voulait vous expliquer pour que ce soit bien clair, c'est le terme queer. Hein, c'est le Q dans LGBTQI+. Queer, c'est un terme anglo-saxon, un terme très militant, qui désigne pas de réalité particulière, mais qui désigne toutes les personnes qui s'éloignent des normes de genre, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne se, voilà, pourraient avoir un homme efféminé, enfin, toutes les personnes qui sont vraiment à côté de la normalité. Et là, en faisant ça, je fais vraiment quelque chose de très raccourci, de très simplifié, mais pour que vous sachiez que ça ne désigne pas une réalité particulière, mais englobe un peu différentes réalités. Voilà, c'était important pour nous de vraiment expliquer ces termes, parce que maintenant, je vais les utiliser tout le temps. Et donc, je voulais que vous ayez ça en tête avant qu'on puisse poursuivre. À côté de ces termes très théoriques, eh bien, il y a plein de réalités. Et c'est notamment des réalités qui sont très diverses parce que on va parler de personnes qui sont originaires de partout dans le monde. Effectivement, c'est un lieu commun de le rappeler, mais on le rappelle évidemment. Il y a des personnes LGBT partout dans le monde. D'accord. Même malgré certains chefs d'État qui peuvent prétendre qu'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie, en Iran, en Afghanistan, ça n'existe pas un pays où il n'y a pas de personnes homosexuelles ou pas de personnes trans. Il y a statistiquement autant de personnes homosexuelles dans tous les pays, dans tous les milieux sociaux, de tous les genres, des personnes blanches comme des personnes de différentes origines ethniques. En revanche, ce qui change dans le monde, c'est que dans beaucoup de pays, les personnes LGBTQI+, subissent des persécutions. Alors, là, on va faire un catalogue un peu exhaustif, avec certaines particularités ou pas, mais je rappelle vraiment en tête qu'on parle du monde entier et donc de réalités qui peuvent être très, très diverses. Néanmoins, de manière générale, on va constater une exclusion sociale, une ostracisation et notamment des discriminations dans la survie quotidienne, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, le logement. Donc, difficulté de trouver ou de maintenir un emploi en raison de discrimination. Et ça, c'est notamment le cas pour les personnes trans, et ça va être des facteurs qui vont favoriser l'exploitation sexuelle, le recours à la prostitution, hein, et qui peut mettre en situation de vulnérabilité, mais surtout va renforcer le cycle des violences. On va aussi constater des personnes qui sont susceptibles de subir évidemment des violences physiques et des violences en réunion, hein, de véritables lynchages publics, avec tout voilà, un groupe qui peut s'en prendre à une personne LGBT, le voisinage, etc., etc. Parfois, ça s'accompagne d'humiliation publique, hein, parfois avec des vidéos qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a ce magnifique livre de Mohamed Bougarsar sur De purs hommes, hein, qui raconte comment un corps d'une personne homosexuelle a été déterré, et un cadavre en fait a été déterré, que ça a été filmé et que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, et c'est le sujet de son livre. C'est un livre magnifique qui malheureusement moi, m'a beaucoup fait penser aux récits que je pouvais entendre, notamment de personnes sénégalaises. C'est du fait du caractère sexuel, enfin, ce sont beaucoup de violences à caractère sexuel. Voilà, ça, on le constate, et pas simplement alors, pour les femmes, évidemment, avec ce qu'on appelle des viols correctifs, c'est-à-dire des femmes qui sont découvertes comme lesbiennes et qui sont violées par des hommes, comme
pour les guérir en fait de leur homosexualité. Ça a été beaucoup documenté en Afrique du Sud, hein, où c'est vraiment endémique, mais c'est aussi voilà, c'est des choses qui peuvent revenir dans les récits de personnes qu'on reçoit. Et le caractère sexuel peut aussi arriver pour des violences contre les hommes homosexuels. Voilà, on sait que maintenant, enfin, c'est pas rare, hein, les violences sexuelles contre les hommes. On voit ce qui se passe en Libye, ce sont des choses qui sont de plus en plus documentées et on sait que c'est aussi des choses qui sont assez difficiles à évoquer pour les hommes. On peut constater aussi toujours sur les questions un peu liées les violences sexuelles, tout ce qui est mutilation génitale, c'est-à-dire qu'on a pu recevoir des personnes qui venaient de familles où on ne pratiquait pas l'excision, mais parce qu'on avait découvert que la femme était lesbienne, bien cette pratique était, était appliquée alors que finalement elle était un peu éloignée, enfin elle n'était pas forcément pratiquée dans le reste de la famille. Et puis on va entrer dans enfin, on va aussi constater des violences médicales, hein, tout ce qui est traitement contre l'homosexualité ou la transidentité, tout ce qui est injection d'hormones, électrochocs, des violences religieuses au sein, en fait, au sein des communautés religieuses, des exorcismes, tout ce qui est rituel, de désenvoûtement, tout ce que nous, en France, on appellerait thérapie de conversion, des personnes qui sont enfermées pendant plusieurs jours, privées de nourriture, avec voilà, tout un caractère religieux associé, des prières, etc. etc. On insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas du tout l'apanage de la religion musulmane, c'est-à-dire que nous, j'ai pu entendre des récits terribles de thérapie de conversion dans certaines églises évangéliques au Congo, par exemple, où ce sont des récits, c'est assez récurrent. C'est une double violence, il faut bien comprendre ça. C'est une violence d'abord qui est physique, mais c'est aussi une violence qui est spirituelle, morale pour les personnes, parce que les personnes sont coupées de leur religion, euh, peuvent perdre la foi, peuvent conserver leur foi, mais du coup, c'est d'autant plus, ça les fait d'autant plus souffrir de s'entendre dire que ce qu'elles font sont contre la religion qui est la leur et d'être rejetées par leur communauté religieuse. Euh, autre, quelque chose qui est très important aussi, hein, qu'on constate dans d'autres demandes, mais qui est quand même très spécifique à la demande d'asile LGBT, ce sont les violences intrafamiliales. Et ça, c'est vraiment confirmé, compris dans le rapport d'activité de l'OFPRA. La violence peut venir d'abord de la famille. Alors, il y a tout ce qui est mariage forcé, mais ça peut être retrait de la garde des enfants, séquestration, mais violence physique par les familles et parfois le cercle très proche, c'est-à-dire ça peut être la mère, le père, les frères, et donc ça fait des violences qui, en plus de violences physiques, qui peuvent être extrêmement graves, voilà, avec une portée morale, une rupture très forte. Euh, on sait que on sait que enfin, ça peut aller jusqu'à l'enfermement. On va revenir sur la question des persécutions légales, mais les personnes peuvent être détenues en prison ou être punies d'amende du fait de leur homosexualité ou du fait d'autres motifs, mais qui sont en fait intimement liés à leur homosexualité. Et notamment peuvent se retrouver en détention. Et donc, c'est tout ce qui est euh, là où les personnes vont être enfermées, je pense aussi quand elles sont en rétention ou dans des camps hein, en Grèce, par exemple, toute la, quand les personnes sont dans des situations de promiscuité, etc., on sait que c'est des situations à risque si leur orientation sexuelle est découverte parce ça va créer un cadre qui est propice à toutes les violences que je viens d'énoncer, hein, que ce soit les violences physiques, sexuelles ou autres, ou les insultes, etc. etc. Euh, dans, dans certains pays, la peine de mort est prononcée, est appliquée. Elle est parfois existe dans le code pénal, mais elle n'est pas appliquée. Je pense à la Mauritanie, par exemple, mais elle reste quand même très présente. Ça crée une prégnance dans la société importante. Et puis, même quand l'homosexualité n'est pas pénalisée en tant que telle, voilà, les personnes peuvent être poursuivies. Je pense à trouble à l'ordre public, par exemple, euh, accusation de détournement de mineurs ou de pédophilie, par exemple, au Bénin.
il y avait une pénalisation déguisée, puisqu'en fait, il y avait une majorité sexuelle qui était moindre pour les relations homosexuelles que pour les hétérosexuels, ce qui permettait de poursuivre des personnes homosexuelles. C'était le cas en France hein, aussi, hein, ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité en France en 80. C'est c'est le même système. Et oui, donc toutes ces... Là aussi, j'insiste sur le fait qu'on parle de réalités très diverses, que toutes les personnes LGBT ne vivent pas ça, mais ce sont quand même des violences qui ressortent particulièrement des parcours des personnes qu'on peut recevoir. Puis plus important, et c'est ça vraiment qu'il faut retenir, c'est que c'est l'impossibilité de ces personnes de vivre leur orientation sexuelle, de vivre comme homosexuel ou de vivre comme une personne trans dans de nombreuses parties du monde. C'est-à-dire vraiment le fait que les personnes ne peuvent pas être qui elles sont hein, ou ne peuvent pas aimer qui elles veulent. Certaines de ces persécutions, je le disais, elles sont légales. Elles sont légales. Et donc, vous avez dans plus de 70 pays dans le monde, l'homosexualité notamment est pénalisée. Je l'ai dit, hein, ça peut aller jusqu'à à la peine de mort, mais auparavant, il y a toute une échelle de, de pénalisation, de persécution, tout ce qui est enfermement, hein, détention, avec parfois des peines de prison qui peuvent être très longues. Parfois, elles sont moindres et parfois, elles s'accompagnent d'amendes. Vous avez, euh, vous avez aussi toute enfin, dans cette géographie, ce qui est intéressant et ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'il y a aussi une géographie de la condamnation des discriminations. C'est-à-dire que vous avez des pays où il y a une législation protectrice. Il faut faire très attention parce que, et on le verra sur nos questions d'asile, hein, ça ne suffit pas qu'il y ait une pénalisation dans un pays pour que l'asile soit accordé, il faut qu'elle soit appliquée. Et puis surtout, les personnes qui viennent de pays où il y a une législation protectrice peuvent tout à fait être protégées au titre de l'asile. Je pense au Brésil, par exemple. Au Brésil, pour les personnes trans, c'est possible de changer l'état civil. C'est possible aussi, enfin, il y a une législation protectrice contre les discriminations, c'est-à-dire qu'elles peuvent se plaindre à la police qu'elles sont persécutées en tant que personnes trans. Et pourtant, ça reste le pays où il y a le plus de meurtres de personnes trans, le Brésil. Alors sans doute parce que c'est mieux documenté, hein, à mon avis, mais ça reste, vous pouvez avoir des situations dans certains pays qui sont très contrastées au regard de ces dispositions légales. Euh, voilà. Peut-être un peu plus sur... là, je viens de vous présenter la géographie, donc les LGBT-phobies dans le monde. Et maintenant, la question, c'est les personnes LGBT qui demandent l'asile en France, qui sont-elles, d'où viennent-elles? Alors, d'abord, il n'y a pas de données sur les motifs de demande d'asile. Ok, donc les institutions d'asile n'en produisent pas. Donc les données qui font un peu référence, parce que ce sont les seules données qui existent, ce sont celles que produit l'ARDIS dans son rapport d'activité. Comme c'est un échantillonnage de plusieurs centaines de personnes, ça donne une idée un petit peu représentative. Et donc ce qu'on constate, c'est on reçoit beaucoup d'hommes seuls. Hein, donc c'est à peu près une statistique de 80% d'hommes pour 20% de femmes, avec une augmentation du nombre de femmes depuis ces dernières années, mais on reste quand même autour de cette répartition-là. Et ça, c'est confirmé par le rapport d'activité de l'OFPRA, qui, même s'ils n'ont pas de données, ils donnent quelques éléments sur les profils des demandeurs et demandeuses d'asile chaque année. Donc c'est donc une demande d'asile qui est très gaie. Hein, elle est lesbienne dans une moindre mesure. Il y a peu de personnes bisexuelles, peu de personnes trans qui demandent l'asile. Voilà. Alors parfois, ça peut être contrasté avec des impressions qu'on a, et notamment les personnes qui sont hébergées dans les centres d'hébergement, et ça je reviendrai dessus, parce que je pense que les questions de transidentité suscitent beaucoup de questions, ça reste quand même très minoritaire par rapport à la demande d'asile LGBT dans sa globalité. On n'a pas vraiment d'explication à cela, peut-être, enfin, en tout cas, pas d'explication qui soit... enfin, on n'a que des suppositions, on va dire des hypothèses. On pense que pour les femmes ou pour les personnes trans, ce sont des parcours migratoires qui sont plus difficiles, même si, bon, on sait qu'aujourd'hui, les femmes sont
quasiment majoritaire dans l'immigration, donc c'est difficile d'avoir des conclusions là-dessus, mais peut-être moins de capital économique à cause de l'inégalité de l'accès à l'emploi, du fait des discriminations. Peut-être aussi que les femmes peuvent prétendre à d'autres motifs de protection, tout ce qui est mariage forcé, excision, et peut-être qu'elles vivent aussi ce qu'on appelle une contrainte à l'hétérosexualité plus forte, c'est-à-dire peut-être enfin, voilà, une difficulté, c'est plus difficile peut-être pour elles de s'exprimer et de s'identifier comme lesbienne. Euh, En termes d'origine géographique, la demande d'asile majoritaire, c'est vraiment l'Afrique subsaharienne francophone. Les pays qu'on accompagne le plus, c'est Sénégal et Côte d'Ivoire. Et donc là, par exemple, vous voyez, on a euh, comment dire, ça ne recouvre pas vraiment la géographie, la géographie des LGBT-phobies dans le monde. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on a effectivement un pays qui pénalise l'homosexualité, enfin les relations homosexuelles, avec une montée de courants très homophobes ces dernières années, des manifestations pour doubler la pénalisation, etc. Mais en je crois qu'on a coupé mon son. En Côte d'Ivoire, c'est un pays qui ne pénalise pas les relations homosexuelles et qui est, par exemple, le premier pays qu'on accompagne. Donc là, on sait qu'il y a d'autres logiques qui président à ces migrations-là. La RDC est aussi très représentée pour les femmes, surtout, et puis un peu l'Asie du Sud-Est. J'ai parlé un petit peu à côté de ces pays qui sont très majoritaires. Il y a d'autres choses qui augmentent. Je pense à l'Amérique du Sud, par exemple, avec le Venezuela, le Brésil, ces dernières années. Alors, ça reste très minoritaire dans les personnes qu'on accompagne, mais ça a augmenté. Puis plus récemment, on a beaucoup d'hommes de Russie euh, qui viennent et c'est pas depuis le déclenchement de la guerre, mais c'est plutôt depuis la levée en masse, enfin, la conscription, le fait que les hommes soient obligés d'aller à la guerre. On sait que l'armée, la guerre, c'est des environnements très virilistes, au-delà du fait que les gens veulent se protéger leur vie et pas tuer d'autres personnes, qui est tout à fait... Voilà. Mais on sait aussi que l'armée est un environnement très homophobe. Ces personnes, LGBT qui fuient ces persécutions, une fois qu'elles arrivent en France, elles vont être exposées à des risques qui sont des risques psychosociaux et des vulnérabilités qui sont spécifiques. La première, ou en tout cas oui, qui sont spécifiques. Le premier, c'est la question du double isolement. C'est-à-dire qu'en tant que personne migrante, hein, et notamment due à la précarisation, ici, en tant que personne LGBTQI+, puisque les personnes subissent également des discriminations dans leur communauté nationale. Alors, pour être très clair sur ce sujet, les LGBT-phobies, elles existent y compris en France, mais la vraie particularité, c'est la question de la dépendance, c'est-à-dire que le premier réseau de solidarité le premier réseau de solidarité quand les personnes arrivent en France, c'est la communauté nationale. Et donc, quand elles sont découvertes comme homosexuelles et qu'il y a rupture avec cette communauté nationale, eh bien, les conséquences, elles sont plus lourdes, c'est-à-dire c'est des mises à la rue, et ça, ces conséquences, c'est dû à la dépendance totale, notamment que favorise l'État par un certain nombre de mesures, notamment en privant les personnes d'allocation et d'hébergement. Et donc cette dépendance totale fait que la rupture avec la communauté nationale est a plus de conséquences. Autre chose, c'est un public qui est peu hébergé parce que dans la question toute cette loterie de la vulnérabilité, enfin ce système un peu à point de la vulnérabilité, les hommes isolés qui sont majoritaires dans la demande d'asile LGBT, comme je le disais tout à l'heure, mais ils ne sont pas considérés comme vulnérables. Et aujourd'hui encore, il y a des places dans le dispositif national d'accueil qui sont spécialisées pour les personnes LGBT. On y voit qu'il y a une surreprésentation des personnes trans, par exemple. Et moi, je me réjouis que les personnes trans soient hébergées, mais on voit que l'institution a vraiment du mal à considérer qu'un homme isolé d'Afrique subsaharienne de 40 ans peut être vulnérable. En l'occurrence parce qu'il est homosexuel, mais on voit vraiment que c'est le public majoritaire ne coche pas les critères de vulnérabilité. Et j'insiste sur ce point, c'est un peu la thématique du jour. La, quand les personnes hébergées, quand les personnes sont hébergées, elles peuvent quand même rencontrer des difficultés
tout ce qui est agression, insulte, violence à caractère homophobe et transphobe au sein des centres. Parfois, des personnes qui préfèrent quitter leur centre d'hébergement. Je pense notamment au 115. Hein. C'est une étude de la Fédération des acteurs de la solidarité en Île-de-France qui a montré ça. Et donc, préférer rester à la rue plutôt que... car elles n'ont pas d'hébergement adapté. C'est pour ça que nous, on insiste toujours pour dire que pas hésiter à avoir un positionnement explicitement bienveillant pour les personnes LGBT que vous recevrez ou pour lesquelles vous interpréterez, parce que les personnes peuvent avoir eu des expériences antérieures, y compris sur le territoire, qui sont des expériences mauvaises, où l'équipe sociale n'a pas fait ce qu'il fallait pour les protéger, ou où la personne n'a pas osé parler de tous les problèmes qu'elle a rencontrés, et donc elles n'ont pas pu être, protégées. Peut-être on passe à la suite sur les obstacles dans la procédure d'asile et l'accès aux droits. Hop. Alors, juste pour insister sur le fait que le motif de demande d'asile, il est lié à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, il est reconnu depuis les années 90, hein, que ce soit au niveau de l'Europe, mais aussi au sein des jurisprudences des États membres, et en France, c'est le cas depuis le milieu des années 90, on est réfugié quand on est homosexuel ou trans, au même titre qu'un réfugié politique, c'est la Convention de Genève hein, qui s'applique notamment avec ce critère que vous connaissez sûrement, qui est l'appartenance au groupe social. Qu'est-ce que doivent faire les institutions? L'institution, elle doit d'abord s'assurer, enfin, l'institution veut savoir si la personne est bien LGBTI, en fait. C'est ça, la démarche de l'institution quand elle va évaluer une demande d'asile d'une personne homosexuelle ou trans, c'est de s'assurer qu'elle est bien homosexuelle ou trans. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de preuve de ça. Et on ne peut pas prouver qu'on est homosexuel. Pour les personnes trans, il y a un peu plus de moyens d'objectiver la décision parce que les personnes peuvent être dans un parcours spécifique, notamment d'accompagnement ou médical. Mais pour les personnes homosexuelles, il n'y a aucune preuve. Et donc, du coup, ça va reposer vraiment sur l'intime conviction des personnes qui vont prendre la décision. Hein, je pense aux officiers officières de protection, à l'OFPRA et puis aux juges à la Cour nationale du droit d'asile. Et là, on a un premier problème, évidemment, qui saute aux yeux, c'est que les personnes ont dû se cacher toute leur vie, elles doivent sans doute encore se cacher dans leur centre d'hébergement. Donc, tout d'un coup, elles doivent parler de leur histoire, de leur intimité. Moi, je vous invite à réfléchir si vous avez envie de parler à une institution comme l'OFPRA, de la première fois que vous avez été amoureux, amoureuse, votre premier baiser, de qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté, quand vous avez perdu votre compagne ou votre compagnon sous vos yeux. Donc ça, c'est vraiment très, très relatif à l'intimité. Les questions sur les pratiques sexuelles sont interdites, mais il reste des questions très intimes qui sont posées. Donc, d'abord, parler de son intimité et parler d'une intimité qu'on a toujours dû cacher. Évidemment, vivre toute la réminiscence traumatique, hein, ça c'est commun à tous les demandeurs et demandeuses d'asile, donc je reviendrai pas là-dessus. La question de la crédibilité du récit, donc comme l'OFPRA et la Cour peuvent pas, il n'y a pas de preuve que les personnes sont homosexuelles, elles vont essayer de savoir si le récit de la personne est crédible. Et là, il y a tout un tas de choses qui vont entrer en jeu. D'abord, il y a des questions de chronologie, de logique d'espace, de description. Et ça va beaucoup dépendre du niveau d'instruction des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des... Voilà, nous, ce qu'on constate, c'est que moins les personnes ont été scolarisées, plus ça va être difficile de répondre aux exigences de l'institution en termes de récits crédibles. Et puis, il y a aussi la question des représentations des personnes qui décident. C'est-à-dire que, je vous ai dit, c'est vraiment les intimes convictions des personnes qui vont prendre la décision. Et donc, ça va se baser sur leur représentation à eux et elles, sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme gay au Sénégal, qu'est-ce que c'est qu'être une femme lesbienne en Albanie, par exemple. Est-ce que ce que la personne raconte est crédible ou pas? Et là, il va y avoir une question de formation des officiers officières et des juges. Et puis, il va y avoir aussi une difficulté d'accéder à une réalité qui est parfois peu documentée. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des personnes qui se cachent ou les réseaux de solidarité, les associations doivent agir
quand elles existent, agissent dans le secret, enfin, etc., etc. Et donc, il va y avoir peu si vous voulez, de données où ces données vont être peu accessibles et ça va rendre la décision encore plus difficile. Je vais en rester là. On reviendra sur certains malentendus plus tard, mais je vais donner la parole à Christophe. Bonjour à tous. Du coup, pour parler des activités que l'on fait à l'ARDIS, on peut dire qu'au pôle asile, on a un peu trois axes, qui va être d'abord un axe d'accompagnement juridique qui va être porté principalement par l'équipe de bénévoles. Il va y avoir un axe psychosociaux où là, on va faire appel à des professionnels et des salariés pour faire tout cet accompagnement. Et après, il y a un troisième axe qui est aussi au cœur de notre activité, qui est un axe sur la convivialité et qui est là vraiment porté par autant les bénévoles que les bénéficiaires de l'ARDIS. Donc, pour tout ce qui est de l'accompagnement juridique, on organise 3 samedis par mois des accueils, des permanences d'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile LGBTI. Euh, et donc, on a ouvert un nouveau lieu interassociatif qui s'appelle La Bulle, qui est au 22 rue Malheur. Si vous voulez plus de précision, on pourra les remettre dans le chat. Et donc, 3 samedis par mois, on accueille les demandeurs et demandeuses d'asile. C'est une première prise de contact où on évalue un peu là où en est la personne pour pouvoir après l'orienter vers nos différentes activités. Euh, et donc, nos différentes activités, historiquement, on a longtemps accompagné individuellement les personnes. Ça voulait dire qu'il y avait un bénévole pour un bénéficiaire. Et plus ça va, et notre équipe est toujours aussi restreinte et le nombre de bénéficiaires est grandissant. Donc, pour pallier ça, on a mis en place un certain nombre d'activités plus collectives où du coup, on va mettre en place des ateliers collectifs de préparation et de conseil à l'OFPRA pour discuter de ce que sont les attentes de l'OFPRA, de ce que va être les attentes de la CNDA et de ce qu'était en train d'évoquer Aude, de comment pouvoir justement parler de son intimité, de la première fois qu'on rencontre une personne, comment se développent nos sentiments. C'est donner un peu les codes pour pouvoir préparer les personnes à l'entretien. Parce qu'il faut savoir que souvent, en fait, les personnes, ça va être la première fois qu'elles vont évoquer tous ces sujets-là, et donc c'est quelque chose de sensible et en même temps de très difficile, que c'est aussi des parcours très intériorisés. Donc, pour tout ce qui va être des stratégies de protection, ben, en fait, les personnes homosexuelles et trans, ayant toujours vécu dans un climat de danger, ont mis en place un certain nombre de stratégies et le font naturellement. Et souvent, l'exemple que je donne, c'est comme si nous, on nous demandait d'expliquer précisément comment on fait pour monter un escalier. On le fait naturellement, mais du coup, pour le réexpliquer avec finesse, ça demande du temps. Euh, euh, il y a aussi donc nos ateliers collectifs, il y a OFPRA, CNDA, et on fait aussi un atelier spécifique pour les personnes venant du Bangladesh, parce que ces dernières années, on a vu un certain nombre grandissant de personnes venant du Bangladesh, et ces personnes ne parlant ni anglais ni français, on a mis en place, grâce à d'anciens bénéficiaires de l'ARDIS, des ateliers spécifiques où les anciens bénéficiaires peuvent faire la traduction auprès de ces personnes. Euh, et donc là, c'est ce que je vous disais aussi, il y a l'axe psychosocial où du coup, on va orienter vers des structures spécialisées pour tout ce qui va être la prise en charge de la santé, que ce soit la santé sexuelle ou psychique, notamment pour faire de la prévention avec l'association Art et Média qui intervient régulièrement sur nos activités. On va aussi faire appel au COMED, mais aussi depuis plusieurs années, on a salarié une psychologue avec toute une équipe de stagiaires qui propose des groupes de santé mentale où, du coup, il va y avoir des ateliers collectifs, pareil, autour de la cuisine, du yoga, du dessin, de l'art, et qui vont en même temps mêler ludique et travail thérapeutique. Il va y avoir aussi on a aussi tout un champ social puisqu'on a aussi deux travailleurs sociaux
à l'ARDIS qui peuvent accompagner sur toutes les démarches administratives les personnes qui parfois peuvent être compliquées, les demandes d'AME, de CSC, toutes ces démarches-là, en fait, on prend appui sur Tom et sur nos travailleurs sociaux. Euh, et enfin, un autre axe qui est majeur à l'association, auquel on prend soin, parce que, comme le disait Aude, en fait, les personnes sont dans un double isolement, étant exilées et LGBTI. Et donc, on propose des activités de convivialité où les personnes exilées et LGBTI peuvent se retrouver et du coup faire des rencontres, mais aussi sociabiliser et dans un cadre est serein et sécurisant pour les personnes qu'on accompagne. Et donc ça, on a développé tout un panel d'activités, que ce soit des ciné-clubs, euh, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle un dimanche en famille ou une après-midi, on se retrouve, on fait des activités ludiques et c'est juste le plaisir de se retrouver et de partager des moments ensemble. Et c'est aussi des temps forts pour les personnes parce que ben voilà, les personnes exilées qu'on accompagne sont parfois à la rue, n'ont pas les conditions matérielles d'accueil et du coup, c'est aussi de la solidarité intracommunautaire pour pouvoir trouver un logement, trouver un travail. Et aussi bah, se créer des amitiés LGBTI, aussi faire des rencontres amoureuses, et c'est aussi du coup leur permettre bah, voilà, de créer la solidarité communautaire. On a aussi développé ce qu'on appelle les marmites garnies, où là, c'est vraiment des temps forts autour de la cuisine, et ça, c'est mené par les bénéficiaires, où les bénéficiaires vont faire la cuisine et proposer un repas solidaire aux bénéficiaires de l'ARDIS. Il y a aussi les marches militantes, notamment en ce moment contre la loi immigration, et un moment très fort tous les ans au mois de juin avec la Pride. Et donc, c'est aussi un moment très joyeux de passer avec les bénéficiaires pour marcher dans la rue pour revendiquer nos identités, nos fiertés et nos droits. Et c'est toujours des moments auxquels on tient parce que la demande d'asile peut être éprouvante et tous ces moments de convivialité peuvent être des moments de joie et de bonheur euh, qui peuvent redonner du baume au cœur, quoi. Alors ensuite, ce qui va concerner les limites de l'ARDIS, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fait, longtemps on a accompagné les bénévoles individuellement, c'est-à-dire un bénévole, un bénéficiaire, sauf que depuis 2020, on voit qu'il y a un accroissement des personnes qui viennent nous rencontrer. En 2020, on a accompagné individuellement plus de 580 personnes, mais en fait, dans les faits, on a accueilli plus de 1500 personnes. Et donc là, on a atteint nos limites et c'est pour ça qu'on met en place depuis bientôt 2 ans des accompagnements plus collectifs qui permettent quand même de ne laisser personne sur le bord du trottoir et de diffuser de l'information, des conseils. Euh, euh, et donc, jusqu'en 2020 aussi, il n'y avait pas de salariés. Et donc, ça limitait aussi notre champ d'action. Et c'est pour ça que, on a salarié et qu'on a ouvert ce champ social et de suivi thérapeutique. Euh, euh, et tout cela fait que dans nos permanences d'accueil, on est obligé de mettre en place des sortes de priorités, comment savoir qui est accompagné plus que quelqu'un. Et donc ça, c'est extrêmement complexe. Et on va privilégier maintenant les personnes se présentant d'abord au stade de l'écriture du récit, dès le début en fait de la demande d'asile pour pouvoir l'accompagner tout du long de sa demande d'asile. Après, dans la pratique, il peut y avoir aussi la priorisation des personnes qui ne savent ni lire ni écrire où du coup, d'avoir un bénévole peut vraiment avoir un impact sur la personne dans ses démarches de demande d'asile. Voilà. Euh, il y a aussi un autre champ qu'on met en place depuis plusieurs années, euh, c'est les formations. Comme là aujourd'hui, on a développé des formations externes donc oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que on a aussi développé des formations en interne, c'est-à-dire que tous les bénévoles qui arrivent à l'ARDIS, on se forme entre nous
sur la spécificité de la demande d'asile LGBTI avec toutes les démarches que ça englobe. Et donc, pour les formations externes, on va s'adresser aux travailleurs sociaux et juristes. On intervient auprès de France Terre d'Asile beaucoup. Forme aussi beaucoup d'interprètes grâce à ISM depuis plusieurs années. Et on forme aussi d'autres bénévoles Association. d'LGBTI basés en France. Et, euh, et donc tout ça, c'est un socle important parce que de transmettre, et parce que on a besoin en fait des interprètes, on a besoin des travailleurs sociaux, parce que vous allez être les alliés quoi, sur place, soit dans les centres d'hébergement, soit au moment de l'entretien à l'OFPRA ou la CNDA. Et votre travail et vos missions ont un véritable impact dans le parcours des personnes LGBTI. Euh, euh, et donc là, on va justement passer à la troisième partie qui vont parler justement des enjeux linguistiques et d'interprétariat. Et donc ça, on va le faire en binôme avec Aude. Donc Aude, je te laisse prendre la parole quand tu veux. Euh, justement, justement, c'est ce qu'on voit notamment avec la formation qu'on fait auprès des interprètes d'ISM. C'est justement, il peut y avoir plein de malentendus au niveau de l'OFPRA, notamment, par exemple, l'exemple de la conception du couple. L'OFPRA va avoir tendance à généraliser, à avoir une vision du couple très hétéronormée et très occidentale. Sauf que quand on est homosexuel ou trans, du coup, là, cette question-là va plutôt concerner les questions, les personnes homosexuelles, et lesbiennes et bisexuelles. Mais quand on vit dans un pays où on doit se cacher, où c'est interdit, en fait, c'est pas du tout la même conception du couple. C'est pas du tout la même manière de relationner avec son partenaire. On ne fait pas du tout la même chose. Par exemple, l'OFPRA va s'attendre à ce que la personne aille au restaurant, aille au ciné, aille en vacances, connaître les dates d'anniversaire, les prénoms de la famille, tout ça. Sauf que dans la réalité des faits, dans les personnes qu'on accompagne, les personnes n'ont pas accès à ça, ont une vie de couple très particulière. Parfois, ils peuvent se voir 3 fois dans le mois, mais quand même construire une vie de couple. Euh, Après, il peut y avoir aussi des longues absences où, par exemple, un partenaire, parce que selon son parcours, sa vie, son travail, il va s'absenter longtemps. Donc, c'est pas du tout la même manière de construire le couple. L'autre enjeu, ça va être de poser des mots sur ce que veut dire un rapport sexuel. Donc, effectivement, à l'OFPRA ou à la Cour nationale, il est interdit de parler des relations sexuelles, des pratiques sexuelles, mais n'empêche que l'OFPRA attend que ce soit évoqué. Donc, qu'est-ce qu'on attend par relation, par rapport sexuel? Et parfois, ça peut donner des malentendus. Par exemple, euh, dans un récit, une personne avait expliqué avoir eu un rapport sexuel à tel âge et pendant l'entretien, il a donné un autre âge. Et ce qui a créé un malentendu à l'OFPRA et l'OFPRA a rejeté la demande de la personne parce qu'il y avait incohérence. Sauf que quand on creuse, eh ben, la personne n'avait pas la même conception du rapport sexuel que l'officier. Et donc la personne, pour elle, c'était rapport sexuel avec pénétration. Et donc, c'est pour ça que là, il faut effectivement, ça demande de la finesse dans qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel? Est-ce que c'est forcément pénétratif? Est-ce que ça peut être juste des jeux sexuels, des caresses? Donc, il faut rentrer un peu faut effleurer quand même le sujet du rapport sexuel avec la personne, sans rentrer dans les pratiques, mais de poser des mots dessus. Euh, Pareil, sur la relation amoureuse, qu'est-ce que c'est? Comment la définir? Par quoi elle se traduit? Par quelles émotions? Par quelles étapes? Tout ça, c'est des enjeux de langue très importantes à aborder. Euh, Ensuite, tu veux peut-être préciser des choses, Aude? Non. Euh, donc, notamment pour ce qui va concerner l'interprétariat, euh, euh, en fait, il faut savoir que les personnes ont une grande méfiance venant des personnes de leur communauté d'origine.
parce que, bah, étant victime d'homophobie, ils ont toujours une crainte accrue que les personnes venant de leur communauté soient homophobes. Et donc, ça, malheureusement, les interprètes, vous avez affaire à ça. Vous devez faire face à ça et vous devez le déconstruire. Euh, euh, et donc, ça, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est comment le langage corporel, le langage non verbal peut aussi permettre de rassurer les personnes. Souvent, les personnes sont très attentives aux réactions des interprètes. Même si, depuis qu'on fait les formations ESM et d'avoir discuté avec nombreux et nombreuses interprètes, on, on essaye de les rassurer en disant que les interprètes, notamment à l'OFPRA et à la CNDA, savent d'emblée que la personne est homosexuelle puisqu'il y a eu cet entretien entre l'interprète et l'officier et que donc l'interprète ne va pas le découvrir. Et qu'il y a aussi cette histoire de confidentialité où l'interprète et l'officier doivent respecter la confidentialité. Donc, il faut que la personne puisse parler en toute liberté. Euh, et ça, c'est aussi mettre en place une attitude bienveillante. Je sais que chaque interprète a ses propres outils pour essayer de mettre en place un accueil bienveillant. Euh, bon, je sais on le sait très bien qu'à l'OFPRA et à la CNDA, c'est très cadré, très codifié et que la marge de manœuvre est très limité, mais je sais que des interprètes nous ont dit que quand ils sentaient qu'une personne n'était pas à l'aise ou qu'elle était méfiante ou réticente, l'interprète demandait à l'officier de rappeler les règles de confidentialité et que ici, la personne pouvait parler librement. Euh, Aussi de sourire, d'acquiescer, de suivre ce que disait la personne étaient des choses qui pouvaient vraiment être utiles pour mettre un climat de bienveillance. Voilà. Et ensuite, il y a tout un champ sur le choix des mots qui va avoir un impact très fort au niveau de l'OFPRA. Euh, Ça va être de traduire les mots liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Il peut y avoir beaucoup de malentendus parce que à l'OFPRA est attendu que les personnes parlent d'elles-mêmes avec des mots neutres. Donc se définir comme gay ou homosexuel. Si la personne se définit comme PD ou tafiole ou des mots péjoratifs, ça va avoir un impact négatif sur sa demande d'asile. Sauf que dans les pays d'origine, il n'y a pas de mot neutre pour dire homosexuel ou gay. C'est souvent des mots avec une connotation péjorative et qui sont utilisés comme des insultes. Et donc, les personnes vont avoir tendance à se définir avec ce mot-là. Et donc là, il est important, c'est tout l'enjeu de l'interprétariat, de bien expliquer, de remettre le contexte géographique et culturel, que quand la personne parle d'elle-même, elle va dire le mot homosexuel, mais quand elle va parler et de témoigner d'agression et d'insultes, d'utiliser en français les insultes. Par exemple, au Sénégal, en Wolof, ça va être le mot gourdigen, et qui est un mot qui veut dire homme-femme. Euh, et pour avoir discuté avec les interprètes, c'est un mot utilisé couramment, mais il y a quand même cet aspect péjoratif dans son utilisation. Et donc, quand la personne, dans sa langue, dit je suis gourdigen, il faut que l'interprète traduise je suis homosexuel, je suis gay ou je suis lesbienne. Après, il va y avoir la difficulté en lingala, par exemple, où c'est le mot PD qui est utilisé. Et donc là, l'officier entend forcément le mot PD. Et donc là, effectivement, l'enjeu est d'expliquer qu'il n'y a pas de mot neutre pour dire homosexuel et que même si la personne dit PD, il n'y a pas d'autre mot que ce mot-là pour dire homosexuel. Euh, Parce que vraiment, l'OFPRA peut considérer que la personne, en utilisant ces mots-là de façon péjorative, n'est pas homosexuelle, pire qu'elle est homophobe. Euh, il va y avoir aussi l'importance de ne pas utiliser des périphrases et d'utiliser des termes précis pour quand les personnes parlent d'elles-mêmes. Euh, Par exemple, de ne pas dire je fais partie de la communauté, je suis dans le mouvement, je suis comme ça, mais de bien dire je suis homosexuel, de bien dire je suis lesbienne, pour être clair et précis. Après, la difficulté, là, quand vous êtes interprète à l'OFPRA, c'est que si la personne utilise des périphrases, vous êtes obligé d'utiliser des périphrases. Euh,
Voilà. Mais et là, c'est comment on fait, comment on essaye de préciser la pensée de la personne, quoi. Euh, euh, voilà, et je pense que le temps file et qu'on peut aller tout doucement vers cette conclusion. Et donc rappeler que il y a cette double stigmatisation et isolement des personnes LGBTI en France parce que ce sont des personnes exilées et aussi LGBTI. Qui a besoin de comprendre les réalités culturelles et spécifiques aux personnes exilées et de ne pas calquer des fonctions, des fonctionnements et des raisonnements hétérosexuels occidentaux, mais aussi des codes LGBT occidentaux, parce que c'est pas du tout les mêmes, que chaque pays a ses propres codes, ses propres spécificités, et que tout l'enjeu va être sur le choix des termes et sur la traduction des termes à l'OFPRA et à la CNDA.